pour résumer, nous allons prendre un médicament très puissant et nous allons potentiellement le mettre entre les mains de millions de nouvelles personnes. Oui, tout à fait. Sous la surveillance de leur médecin. C'est ça le danger avec le marketing. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. C'est très malhonnête de sa part. Je suis pharmacien et aujourd'hui, je réagis à une série Netflix qui a semé beaucoup de controverses. Je vous parle de la série Painkiller. Je vais vous donner mon opinion de clinicien. On y va. C'est plus grave que ça. Ce truc est un vrai fléau qui a commencé au moment où un homme de cette famille s'est rendu compte qu'on pouvait se faire un maximum de fric en médecine grâce aux ventes, au marketing et aux mensonges. Là, il parle d'une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis avec la mise en marché d'un médicament, d'un opioïde qui s'appelle l'Oxycontin. Alors, c'est de l'oxycodone longue action. Et là, la madame que vous voyez qui discute, elle est en train de parler de la mise en marché de ce produit-là, comment le marketing était rempli de mensonges. Vous faites référence à Arthur Sackler? Oui, c'est Arthur Sackler qui est à l'origine de tout ça. C'était un psychiatre à la veille d'une révolution pharmaceutique. À cette époque-là, la solution la plus courante dans le domaine de la santé mentale, c'était la lobotomie. Mais la lobotomie était une intervention ponctuelle. Une chance qu'on n'a plus ces pratiques médicales-là. Arthur a compris qu'avec la bonne pilule, il aurait des patients à vie. Et il a baptisé sa nouvelle pilule une lobotomie en flacon. Il s'est rendu compte qu'il était meilleur vendeur que médecin. Alors du coup, il s'est acheté deux choses. Un laboratoire pharmaceutique et la plus grande agence de publicité médicale du pays. Il savait que le marketing était l'avenir des comprimés. Et il a touché le jackpot. Il savait que le marketing était l'avenir des comprimés. Ça, c'est les États-Unis. C'est quelque chose qui a eu lieu aux États-Unis. On est au Québec, au Canada ici. Les lois par rapport à la publicité des médicaments est complètement différente. Au Québec, Santé Canada, c'est eux qui valident, qui approuvent les médicaments qui vont être mis sur le marché une fois que les études cliniques ont été faites, prouvent que c'est efficace et sécuritaire. Mais c'est aussi Santé Canada qui pose les règles de comment le marketing d'un médicament doit être fait. Alors, les compagnies pharmaceutiques, ce n'est pas le Far West ici, là. On ne peut pas faire du marketing, de la publicité de médicaments de la même façon qu'on va faire de la publicité de n'importe quel autre produit de consommation. Il y a des règles très, très strictes pour les médicaments et ces règles sont encore plus strictes lorsque c'est des médicaments sous ordonnance. Par exemple, au Canada, une compagnie pharmaceutique ne peut pas faire de la publicité de son médicament en mentionnant le nom de son médicament et l'indication. Si vous vous promenez, vous regardez peut-être les panneaux ou sur l'autoroute ou à la télé, vous allez toujours voir une publicité de médicaments où on mentionne seulement le nom, mais jamais l'indication. On ne va jamais dire pourquoi ce médicament, à quoi il sert ce médicament-là. Souvent, le mot de la fin qu'il va avoir, c'est « parlez-en à votre médecin ». Parce que ce n'est pas le rôle de l'industrie pharmaceutique de dire aux consommateurs voici, prenez tel médicament, voici des conseils santé. Non, ça, c'est le rôle des professionnels de la santé. Et important de mentionner que même nous-mêmes, en tant que professionnels de la santé, nos recommandations doivent être basées sur des preuves scientifiques. Aux États-Unis, les compagnies peuvent avoir une approche beaucoup plus agressive quand ils font la promotion de leurs médicaments. Ils peuvent utiliser même les émotions, utiliser des témoignages de patients et tout ça. Alors, c'est vraiment une autre réalité. Je ne veux pas que vous regardez cette émission-là et pensez que c'est qu'est-ce qui se passe au Québec ou au Canada. C'est vraiment pas ça qui se passe. Je ne suis pas en train de dire qu'aux États-Unis, il n'y a aucune règle qui encadre la publicité des médicaments. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est qu'aux États-Unis, les règles sont plus souples. Lorsqu'ils ont décroché le contrat pour le Valium, créant ainsi le premier médicament vedette au monde. Le médicament dont vous avez besoin. Le Valium, c'est un benzodiazépine
J'ai fait une vidéo en lien avec le Valium. C'est le médicament qui a aidé Céline Dion pour contrôler son syndrome de la personne raide. Dans ce cas-là, le Valium était utilisé dans le temps pour des troubles psychiatriques, dépression, anxiété. Mais on a réalisé avec le temps que ça causait beaucoup d'effets secondaires et de la dépendance. Il partait pas de zéro. Pendant plus de 15 ans, Purdue a fabriqué et commercialisé un antidouleur à base de morphine du nom de MS Contin. Donc il fallait juste Le MS Contin, c'est de la morphine longue action. que l'Oxycontin est un petit ajustement de recette. On n'aura que des miettes et ça, c'est hors de question. Il faut tout leur donner en échange de Purdue. Purdue n'a qu'un seul médicament qui vaille quelque chose, le MS Contin. Et pour l'instant, ce médicament n'est destiné qu'aux patients en phase terminale de Brevet cancer. arrivera à expiration, on n'aura que Vous dalle. avez entendu, de toute façon, vous aurez que dalle. Ils parlent de brevet, ils parlent du MS Contin. Ils ont mentionné que le brevet de l'MS Contin va prendre expiration. Un brevet, c'est qu'est-ce qu'on offre aux compagnies pharmaceutiques qui développent et qui inventent un médicament. Alors, ils ont un brevet généralement de 15 ans qui leur permettent de vendre exclusivement à eux ce médicament-là. Alors, il n'y a pas d'autres compétiteurs qui peuvent vendre leur invention. Mais après que ces 15 ans passent, c'est là que les compagnies génériques peuvent embarquer dans l'échiquier, prendre la recette de l'original et la copier et mettre une version générique sur le marché. Et ça, c'est à la fin du brevet. Et c'est ça qui mentionne le MS Contin. La fin du brevet arrive, alors la compétition va commencer à venir répliquer le médicament. Alors, ils vont perdre de l'argent. Purdue est une société, une véritable entreprise que vous avez achetée, toi et Arthur. Cette société fabrique vraiment quelque chose. Eux, ils n'y comprennent rien. Nous, on sera productifs. Oui, mais tu n'as jamais mis de médicaments sur le marché, fiston. Ça prend des dizaines d'années. Et nous n'avons rien dans les tuyaux. Nous sommes dans une impasse. On sait que la mise en marché d'un médicament, ça a plusieurs étapes. Alors, c'est pour ça qu'ils capotent un peu, ils sont un peu énervés parce qu'ils savent que ça prend du temps à mettre un médicament sur le marché. Premièrement, il faut faire les recherches, développer le médicament à l'interne. Par la suite, il faut passer aux études cliniques, montrer que le médicament est efficace et sécuritaire. Après, il faut que ça soit approuvé par l'instance de la santé du pays. Au Canada, on a Santé Canada qui approuve les médicaments sur le marché et aux États-Unis, c'est la FDA. Alors, dépendamment de c'est quelle instance, il y a un processus à passer. Alors, mettre un médicament sur le marché peut prendre plusieurs années, surtout quand on invente un médicament. Les compagnies génériques, souvent, eux, vu qu'ils copient une recette, le processus, ils doivent passer par toutes ces étapes aussi, mais le processus est un peu plus rapide. Mais les compagnies qui produisent des médicaments originaux, qui inventent les médicaments, ouais, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de paperasse à faire. Et ce qui est bon, parce que c'est clair que les médicaments qu'on consomme, on veut avoir la preuve qu'ils sont efficaces et sécuritaires. Si je vous dis morphine, Mort. Cancer. Dépendance. douleur intense, Très bien. Maintenant, donnez-moi les mots que vous associez à l'oxycodone. C'est ce qu'il y a dans le Percocet. Oxy, ça fait penser à un truc pulmonaire. Comme l'oxygène. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Vous voyez? Ils ont tous une idée précise en ce qui concerne la morphine, mais pour l'oxycodone, ils n'ont aucune idée. Il n'y a personne qui associe ce mot à quoi que ce soit. On pourra en faire tout ce qu'on voudra. C'est tellement malhonnête. Puissant que la morphine et tu veux le donner à tout le monde? Oui, oui, bien sûr. Utiliser la douleur des cordes sensibles pour pousser un produit, pour faire de l'argent, j'en reviens pas. Il va y avoir des problèmes de dépendance. Quand un patient se trouve sous la surveillance de son médecin, ces médicaments sont totalement inoffensifs. Si je peux me permettre, je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Même avec le MS Contin, nous avons... MS Contin, la morphine. Pour résumer, nous allons prendre un médicament très puissant et nous allons potentiellement le mettre entre les mains de millions de nouvelles personnes. Oui, oui, tout à fait. Sous la surveillance de leur médecin. Et avec l'autorisation de mise sur le marché de la FDA au préalable. Tenez. Regardez. Actuellement, les médecins prescrivent de la morphine. Ici. Parce que la morphine, c'est la mort. Mais, avec l'oxycodone, nos nouveaux patients
sont ici. Je crois que c'est à cet instant précis que toute cette histoire aurait pu être stoppée. Si Raymond ou Mortimer ou n'importe qui d'autre avait dit non, nous ne serions pas ici en train de discuter et il y aurait beaucoup de gens qui seraient avec leur famille en ce moment même. Je sais que vous avez peur. Et je sais que vous êtes inquiets. Cette histoire est une tragédie. Mais grâce à nous, beaucoup de patients... C'est ça le danger avec le marketing. Le marketing n'est pas nécessairement basé sur des faits de la réalité, mais c'est souvent basé sur des perceptions. Comme il vient de le mentionner, MS Contin, la morphine, c'est lié à la mort. C'est ça la perception qu'ont les gens dans leur tête. Et là, lui, il cherche un autre opiacé qui pourrait avoir une signification dans la tête des gens qui pourrait être différente. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. C'est très malhonnête de sa part. Pourquoi? Parce que les opiacés ont tous les mêmes risques. C'est quoi la différence entre l'oxycontin et le MS-contin? Alors, si on parle de la molécule, de la morphine et de l'oxycodone. Les deux, c'est des opioïdes. Et dans la famille des opioïdes, il y en a plusieurs autres. En passant, on peut penser à l'hydromorphone, au fentanyl, par exemple. Quelles sont les différences et quelles sont les similarités entre les opioïdes? Premièrement, c'est des opioïdes. Ils ont tous un degré de dépendance, d'addiction possible. Alors, je sais que dans la série, ils vont mentionner que l'oxycontin ne rend pas addict, qu'il n'y a pas de degré de dépendance. Mensonge. Qu'est-ce qui peut varier entre les opioïdes? C'est leur force analgésique et aussi leur force aussi en termes d'effets secondaires, le risque de surdose, par exemple. Déjà, l'oxycodone, c'est un opioïde qui est plus puissant que la morphine. Alors, quand il dit que la morphine, c'est relié aux effets secondaires, au risque, à la mort, l'oxycodone, laisse-moi te dire, il y a plus de chances de causer du trouble que de la morphine. Surtout quand on les prend à dose équivalente. À dose équivalente, l'oxycodone est plus puissante que de la morphine. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre douleur? Je dirais 5 ou peut-être... Je dirais qu'elle est à 9. Il se sent vraiment très mal. Il dort pas, ce qui veut dire que moi non plus je dors pas. Je dors pas. Ouais, je sais plus ce que vous m'avez donné. En tout cas, ça fonctionne plus. Ah bon? Je vous ai donné du Vicodin? Vicodin, c'est un mélange d'acétaminophène, du Tylenol, avec un opioïde qui s'appelle hydrocodone. Alors, c'est un mix de 2 analgésiques. C'est plutôt standard. Mais je vais vous donner un nouveau traitement. Ça s'appelle Oxycontin. C'est pareil que le Vicodin, mais les effets durent 12 heures d'affilée sans s'estomper. Et du coup, je dormirai. Vous dormirez comme un bébé. Vous dormirez. C'est clair que ça va le faire dormir, ça c'est clair. Ça risque rien, c'est comme tous les autres opioïdes. La bonne nouvelle, c'est que vous devrez en prendre moins souvent. Ok. D'accord? D'accord. Ça On va marche? essayer ça. Je vous fais D'accord. confiance, docteur. Allez, filez. Allez dormir. Dormez mieux. Oh, Glenn, il faut que je vous prévienne. Il y a un effet secondaire possible. Lequel? Di constipation? Ouais. Mais en tout cas, il y a d'autres effets secondaires à mentionner, ça c'est clair, par rapport aux opioïdes. La constipation, c'est un effet principal et c'est un effet qu'on voit avec tous les opioïdes et ceux, peu importe la dose. Ça ralentit vraiment tout le système. Ça ralentit le cerveau, mais ça ralentit aussi le tube digestif. Ça cause la somnolence, évidemment. Il faut faire attention à la conduite automobile, surtout en début de traitement. Le corps n'est pas encore habitué à ce médicament-là. Et aussi, un effet secondaire que je mentionne très souvent, c'est évidemment le risque de surdose. Souvent, quand la dose est trop forte ou qu'on fait une erreur de dosage, on prend plus de comprimés qu'il faut. Le danger, c'est vraiment ça, c'est les surdoses aux opioïdes. On en entend beaucoup parler et souvent, c'est associé aux drogues de rue. On parle d'héroïne ou de fentanyl dans la rue, mais c'est aussi possible avec les opioïdes sous ordonnance. Alors, c'est important de le mentionner. Et surtout, un opioïde longue action, quelque chose que la personne va prendre de façon régulière, chronique, c'est important aussi de lui offrir une trousse de naloxone. Naloxone, c'est l'antidote qui renverse l'effet de surdose aux opioïdes. Est-ce que je suis en train de dire que les opioïdes sont pas bons, qu'on ne devrait jamais prescrire ça? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. L'utilisation sous ordonnance des opioïdes doit être faite avec minutie. On connaît les risques des opioïdes, on connaît le degré de dépendance que ça peut causer, le risque de surdose que ça peut engendrer. Alors, il faut utiliser ces médicaments-là avec grande précaution et vous qui devez en prendre, l'utiliser avec précaution.
Les opioïdes, souvent, on va réserver ça pour des types de douleurs spécifiques. Pour des douleurs bénignes ou très légères, non, on ne va pas aller vers les opioïdes. Les opioïdes ne devraient pas être des premières lignes de traitement pour la douleur. On va opter pour des opioïdes souvent lorsque les autres analgésiques ne fonctionnent pas. On peut parler d'acétaminophène, d'anti-inflammatoires ou relaxants musculaires. Quand ces médicaments-là ne fonctionnent pas et quand la douleur est sévère, modérée à sévère, les opioïdes peuvent être une option. Mais encore une fois, il faut commencer à petite dose. On ajuste à fur et à mesure. On fait attention aussi au sevrage. Il ne faut pas couper ça d'un coup sec. Il y a plusieurs choses à savoir par rapport à la consommation, à l'utilisation des opioïdes. C'est pour ça que je suis vraiment triste que son médecin ne lui ait pas donné plus d'explications par rapport à ça. Il lui a seulement parlé de constipation. C'est clair qu'il y a plein d'autres choses à dire par rapport à cette série-là, par rapport à l'utilisation des opioïdes. Là, on a seulement parlé de l'épisode 1. Il y a d'autres épisodes et c'est clair que je vais commenter sur les autres épisodes et je vais vous donner plus d'informations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'analyse. Si vous avez d'autres suggestions, des séries auxquelles vous voudriez que je réagisse en tant que pharmacien, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et je vous invite aussi à activer votre cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Pourquoi c'est pas un pharmacien québécois qui fait l'annonce? Retourne dans ton pays, merci de le faire, mon ami. Wow! OK. J'avoue que oui, ça nous arrive en tant que pharmacien de dire ça à nos patients.